fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Ça, moi que tu parles comme ça, hein. Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme, on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Pour le premier épisode de cette deuxième saison, on a reçu le bonhomme par excellence, Oxmo Puccino. Mais je parie que vous auriez reconnu sa voix. Il nous parle de sa vision de la masculinité, de sa mère, de son père, de ses potes, mais aussi de sa fille. On commence par sa définition du bonhomme. Un bonhomme, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit, tout simplement. Ça a l'air léger, mais c'est très lourd de sens. Quelqu'un qui fait ce qu'il dit, juste. Tu vois, ça revient à parler de ceux qui font pas ce qu'ils disent, ceux qui font le contraire, et par extension. Et même si on dit des bêtises ou des menaces, ça marche moins dans ce sens-là. Si, ça marche aussi. Si tu fais des menaces et que tu les appliques, bah t'as fait ce que t'as dit. T'as été au bout de ce que t'as dit, enfin de ton engagement. En fait, c'est ça. C'est aller au bout de son engagement, je pense. Je pense que c'est ça. C'est assumé. C'est assumé, ouais, exactement. Toi, t'es un bonhomme? Ah, moi, je pense que je suis un bonhomme. Ah, moi, je sais que je suis un bonhomme. Tu l'as toujours été ou est-ce que c'est quelque chose que... Bah, c'est dans mon éducation, c'est dans ma culture et c'est dans la manière dont j'ai grandi. C'était quelque chose, tu sais, y a des manières de grandir qui demandent de développer plus de facultés que d'autres. Et il y a certaines manières de grandir qui prennent en compte la bonhomie du personnage. Voilà. Quand tu dis des manières de grandir, c'est le milieu social ou c'est... Bien sûr, bien sûr. Ouais. Je pense que c'est le milieu dans lequel tu grandis est d'abord social vu qu'il est familial et qu'il s'inscrit dans un système. Et dans ton environnement à toi, quel type de bonhomme ça crée justement, Des bonhommes durs. Dur? Oui, des bonhommes durs. Bah, les engagements que tu as dépendent de ton caractère et du contexte dans lequel tu évolues. Voilà. Et si le contexte est difficile, ben, les engagements vont nécessiter beaucoup plus d'implication et de sérieux. Et quelle que soit la direction prise et le choix pris. Et donc, oui, moi, dans le mot bonhomme est lourd de sens parce que quand t'as, entre guillemets, rien, ben, c'est tout ce que t'as parce que dans le mot bonhomme, il y a la notion de dignité, il y a l'identité personnelle profonde de la personne, du protagoniste. Je vais dire ça parce que c'est une histoire, un peu. On raconte notre histoire. Ouais, c'est ça. C'est qui les bonhommes de ta vie? Ah ben, moi, les bonhommes de ma vie, c'est mes oncles, c'est mon père, c'est mes cousins. C'est quoi comme modèle? C'est quoi comme type de mec? Des travailleurs, des silencieux, des gens qui vont au bout de leurs engagements. En fait, on se refait pas. Hein. Moi, je suis issu d'une certaine lignée et je ne fais que suivre avec les moyens que j'ai aujourd'hui. Donc ouais, des travailleurs, pas des fonceurs. Enfin, si la moitié des fonceurs, beaucoup de fonceurs, beaucoup de gens déterminés, avec des caractères d'acier. Enfin, oui. Tu penses que c'est propre à une génération ou ça se transmet quel que soit pas du tout. Non. C'est une génération, c'est quelque chose d'infime qui ne veut rien dire du tout dans l'histoire de l'homme. Une génération. Par contre, ce qui est très intéressant dans cet échange, c'est la notion de transmission. C'est-à-dire que y a des choses que peuvent faire n'importe qui aujourd'hui, ça remonte de très loin parce que ça a été transmis de mère en fille et de père en fils, et ainsi de suite jusqu'à nous. Et en fait, c'est pour dire aussi que être un bonhomme, ça s'hérite aussi. Ça s'hérite. C'est un héritage. Donc ton père, c'était un bonhomme? Ah, mon père, c'était un bonhomme, hein, bien sûr. Il nous a tous élevés, il nous a nourris. Il a toujours été là, il est toujours là, par chance. Est-ce que ta mère, on peut dire que c'est un bonhomme aussi? Ma mère, c'est un bonhomme aussi. Ma mère, c'est quelqu'un qui va au bout de ses engagements, qui fait ce qu'elle dit, et qui nous a élevés aussi, qui a son caractère, enfin. Ma mère, c'est un bonhomme. De toute façon, je suis un bonhomme, je sors pas d'un chat. Mes parents sont des bonhommes. Ils sont arrivés dans les années 70, enfin mon père avant, dans les années 60 en France, ils ont dû construire leur histoire, avec le passé qu'il y avait, enfin. C'est pas... Il faut se rendre compte du parcours de tous les gens qui viennent d'ailleurs pour reconstruire une vie dans un pays qui n'est pas le leur. Rien que ça,
Rien que ça définit tout. Ça définit tout. Mon père, il est parti à pied de chez lui. Il a fait des centaines de kilomètres. Il est arrivé là, en Côte d'Ivoire. Il m'a raconté ça il n'y a pas longtemps. Il a pris le bateau, il arrive en France. Il n'avait jamais mis en France, il connaissait personne en France. Il y avait quelques cousins, quelques potes. Il est arrivé à Barbès et puis il a fait son histoire. Mais tout ça, c'est un parcours. Il fallait prendre le bateau, passer par l'Algérie. Il est arrivé avant vous, sans vous. Comment ? Il est arrivé avant vous, sans vous, c'est ça, vous l'avez Ah oui, bien sûr. Il est arrivé jeune, mon père. Et tes frères, ils ont été éduqués avec les mêmes modèles que toi ? Oui, bien sûr. Du coup, vous avez les mêmes valeurs qui ont été transmises Oui, totalement. Les mêmes valeurs avec notre manière de vivre ça, parce que chacun a sa manière de voir les choses et sa façon de vivre, mais ça part du même bois. Oui. Et t'étais quel genre de petit garçon, toi, si tu t'en souviens ? Ou ado, enfin, si t'as une époque de... Pendant longtemps, j'étais très calme et discret. Très calme et discret. Après, je pense que j'étais très gentil. Vers l'âge de 15-16 ans, je pense que je devais être trop gentil. Et à partir de là, ça a basculé. Ça a basculé concrètement. Parce que il s'est passé un truc qui t'a fait comprendre que t'étais trop gentil. Ben non, ouais, je me suis dit, je suis trop gentil, on me fait chier un peu, quoi. Et après, j'ai commencé à accumuler beaucoup de colère. Et un jour, j'ai mis un coup de pression à quelqu'un. J'ai vu la réaction. Un jour, je crois que j'ai sabaté quelqu'un. J'ai vu la réaction des autres. Et je pense avoir intégré des nouvelles règles. Les règles selon lesquelles tu règles les choses avec des coups. Tout de suite. Immédiatement. Tu ne laisses pas traîner. Le plus violemment possible pour qu'il n'y ait pas de retour. Et pour être tranquille, en fait. Et ça a bien marché. Dans mon contexte, ça a bien marché. Jusqu'à l'âge où parce que quand tu vois les choses comme ça, le jour où tu as des problèmes, c'est des gros problèmes. Donc à partir d'un moment, les gros problèmes emmènent des grosses conséquences. Et je me suis arrêté à ce moment-là, je pense. T'as eu une lucidité en disant... Ben, j'ai mes parents, moi. J'ai la chance, j'ai mes parents. Donc à chaque fois que tu t'approches du gouffre, du bord, tu penses à tes parents. Et puis tu fais marche arrière. Mais tu sais que t'en es capable. Est-ce qu'eux, ils t'engueulaient ou ils étaient pas au courant, mais tu le faisais pour eux ? Est-ce qu'il y avait une réprimande ? Non, ils étaient pas au courant. Parce qu'à partir d'un certain âge, ils peuvent plus rien dire. C'est ça que les parents ne comprennent pas, n'ont pas notion de ça. C'est que ce que tu imprimes dans ton enfant, il te le renvoie plus tard. Il te le renverra plus tard, tôt ou tard. Et moi, ils m'ont imprimé l'amour qu'ils avaient pour nous. Et donc, forcément, quand tu penses à ce que ça pourrait leur faire si t'arrivait quelque chose, ça fait une rambarde. Et c'est ça qui est génial. C'est des choses qu'on ne se rend pas compte quand on éduque des enfants, ou l'importance qu'il y a derrière l'amour qu'on donne. C'était quoi les références masculines un peu connues et globales dans l'environnement dans lequel tu as grandi ? Dans le 19e, dans un milieu défavorisé ? Est-ce qu'il y avait des mecs comme ça auxquels vous vous identifiez et c'était fort comme modèle ? C'est comme dans tous les quartiers, les anciens du quartier. Les anciens. Il y a les anciens qui ont réussi à survivre et qui en tirent quelque chose de très jovial et qui le partagent bien. Ça, c'est les sages, plutôt, qui sont assez sages. Oui, les sages, les sages, oui. Je pense qu'à partir d'un moment, c'est le seul chemin. Mais il n'y a pas des mecs qui font plus peur d'autres et du coup qui inspirent le respect par justement cette posture-là ? Non, ça c'est quelque chose qui t'arrive assez jeune. Mais quand tu vieillis et que tu arrives encore à te faire savoir par la crainte que tu imposes, c'est que tu as raté quelque chose. C'est que tu as raté quelque chose et que tu n'en as pas pour longtemps de toute façon. Ouais. Il y avait des modèles connus, des personnalités... Ça, c'est venu tard. Ça me fait penser à la phrase de Booba qui disait, bien avant l'arrivée de Michael Jackson et de Michael Jordan et Michael Jackson. C'est-à-dire qu'avant ça, tu n'avais personne à part tes parents. Et donc, moi, je parle dans mon cas, quand on a vu les premiers rappeurs arriver, les premiers sportifs de haut niveau arriver, les premiers boxeurs, c'était cool. Avant, il n'y avait personne à qui s'identifier. Il n'y avait personne avant. Ouais, il n'y avait pas de repères. Dans les années 80, il n'y avait personne. Non.
Jordan, il est arrivé, Michael Jackson, il est arrivé début 80. Donc ça arrive milieu par... 80, Michael Jordan, il est arrivé fin des années 80, pour ceux qui connaissent. Non, c'est tout. Donc ça arrive avec Michael Jordan et Michael Jackson, ce genre de modèle D'abord les rappeurs. Les rappeurs. Ça arrive à peu près en même temps, les rappeurs. T'avais quel âge? Moi, j'avais 10 ans, 10-11 ans. Donc en plus, c'est un âge où on est en train de se construire à grande vitesse. Complètement. Tu te souviens un peu, toi, de tes modèles à toi, vraiment, que t'admirais? Un peu plus tard, les modèles que j'ai eus, c'était les Malcolm X, les Garvey, la verve de Farrakhan. Ça, c'était la verve, j'ai 15-16 ans. L'époque où j'étais très énervé. 1m90 de muscle en provenance de Caroline du Nord, Sa Majesté aérienne, Michael Jordan! Tu côtoies pas mal de jeunes rappeurs, de rappeurs français, oui. Surtout là pour ton album qui va sortir, tu t'es entouré de certains d'entre eux. J'ai vu Caballero, Jean-Jacques, Orelsan, toute cette nouvelle génération. Est-ce que tu vois des différences entre cette génération de rappeurs et la tienne, rapport à la masculinité ou même d'autres dont tu aurais envie de me parler? Le rapport à la masculinité, il est beaucoup plus léger. Il est beaucoup plus léger parce qu'aujourd'hui, le rapport à la masculinité, il est de l'ordre... il peut être de l'ordre du divertissement. Ça veut dire qu'on se met en image, on met en scène les codes qui vont plaire ou qui sont les plus familiers, et voilà, c'est tapis roulant. Donc il y a moins... tu veux dire que l'affirmation est plus globale. Moi, je dirais que les rappeurs embrassent leur féminité aujourd'hui. Chose qui se faisait pas du tout. Non, c'était inconcevable. Ça faisait partie des codes avant de ne pas embrasser sa féminité. C'était impossible, c'était inconcevable. Et l'époque faisant, voilà, on y trouve du bien. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de public féminin non plus, pour le rap. Ou s'il y en avait, il était caché. Et donc, le rapport à la masculinité, aujourd'hui, je trouve qu'il est... Malgré tout ce qu'on peut en dire, moi, je trouve qu'il est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus cool, il est beaucoup plus second degré. Même s'il y a des codes qui restent, et dans le rap, ils restent présents, c'est les codes du commerce d'aujourd'hui. C'est les codes du commerce d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que tu vois dans un clip de rap, c'est ce que tu peux utiliser pour vendre un yaourt, des crèmes de beauté, un plat de cuisine, de la lingerie, une voiture. C'est exactement la même chose. Ça a été intégré, oui. Ouais, donc moi, je sais pas pourquoi on l'a reproché aux rappeurs, hormis si ce n'est l'idée qu'on se fait d'eux. On m'avait interrogé là-dessus. Moi, j'ai répondu, vous savez, les rappeurs ne font que mettre en exergue, en gros titre, les fantasmes les plus simples de la société. C'est tout. Donc, on peut leur en vouloir pour ça, mais ils parlent beaucoup aux jeunes. Ils en parlent avec moins de détours. Directement, ce que la publicité sans phare, avec la sincérité qu'ils ont. Donc, voilà. Il y a autre chose dont tu parlais et qui a l'air assez important pour toi, c'est le rapport à la bande de potes. Oui. C'est un vrai critère de bonhomme pour toi? Oui. Non, c'est un critère d'homme, pas de bonhomme. Parce que une bande de potes n'est pas remplie de bonhommes. C'est rempli de... Mais c'est ce truc que les hommes ont, de plus que les femmes. C'est la camaraderie. Et ça, on peut pas leur enlever. Tu vois, le temps pourra changer, le temps va passer, les mœurs vont changer, mais ça, tu pourras pas l'enlever. Parce que c'est quelque chose qui a été instrumentalisé dans l'histoire de l'homme pour les conflits, les grandes guerres. Ce qui a fondé le ciment des grandes armées, c'est l'amitié, c'est la camaraderie. Et c'est quelque chose qui a été mis en scène à travers, de manière héroïque. Ça reprend un peu le parcours initiatique de tous les héros. Et ça se fait par collectif, avec quelqu'un devant, un leader, et chacun a son rôle. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi dans tous les groupes d'hommes qui ont marqué l'histoire. Et toi, dans ton collectif, est-ce qu'il y a des commandements, il y a des grandes règles que vous respectez entre vous, qui sont tacites Bien sûr, les règles bienséance qui font qu'on s'entend en harmonie. Le respect mutuel, l'assistance, enfin, tous les codes du chevalier. Sauf qu'on l'applique. On l'applique.
Alors, je passe dans une autre partie, là, mais bon, on a un peu touché le sujet. C'est quoi pour toi être viril ? Être viril, c'est une question très compliquée. Parce que ça dépend de la définition qu'on s'en fait de ce mot-là. Si toi, t'as une définition de ce mot, ça serait quoi ? Enfin, si pour toi, être viril, ça veut dire quoi ? Être viril, c'est bander. Ah ouais ? Ben ouais. T'es le seul qui m'a donné cette définition. Peut-être qu'ils y pensaient tous. Pour moi, être viril, c'est bander. C'est-à-dire, à partir du moment où tu t'as plus le barreau, c'est très compliqué. Parce que la virilité, elle commence là. Commence à ta bite. Après, moi, alors en tant que femme, voilà, peut-être que je suis naïve, j'aurais tendance à me dire que la voix, c'est pour ça que je t'adresse ces questions, la voix, une posture, une attitude peuvent aussi déterminer la virilité. Mais ça peut être joué. Et c'est une indication qui peut tromper. Parce que c'est des détails auxquels on peut être sensible, mais qui ne regardent que la personne qui est sensible. Ça ne définit pas vraiment l'ampleur du personnage. Non, ouais. Tandis que quand tu vas dans quelque chose d'aussi profond que l'érection et l'appareil reproducteur, je vais parler comme ça, ben c'est la base même de l'homme. Et un homme en confiance, c'est un homme qui est tranquille avec sa bite. Comme si la masculinité reposait sur une aptitude un peu de performance. Ben, c'est un peu... Ce que je peux comprendre, c'est animal, que mais c'est animal. C'est animal. C'est là où on rejoint l'animal. Quelquefois, on s'intellectualise trop. Avant tout, on a des besoins primaires. On a des choses inscrites dans notre ADN depuis très 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 longtemps, avant même qu'on échange des mots. Et on est encore sous cette loi de la nature. Et on peut l'intellectualiser, on peut l'expliquer, mais les fondamentaux sont les fondamentaux, quoi. Mais du coup, j'avais prévu de te demander, après ta définition de la virilité, si toi, tu te trouvais viril. Mais du coup, ça revient à te poser une question sur comment ça marche à ce niveau-là. Je suis un peu gênée. Le truc, c'est que, justement, pendant longtemps, je pensais être viril à cause de ça. Mais comme j'ai un rapport à la sexualité qui est analytique, qui est réfléchi, qui n'est pas impulsif, c'est cérébral. Enfin, donc la virilité, chez moi, et même la virilité est un concept. C'est-à-dire que là, on parlait de la définition, mais pas ma vision de la virilité. Moi, la virilité, c'est une sorte d'invention, quelque part. C'est une invention, justement, sociétale, qui nous a été imposée pendant des siècles. Et aujourd'hui, on commence à se poser la question, en fait, mais qu'est-ce que c'est que cette barbe ? Voilà. Et pour moi, la virilité, c'est un concept qui n'est plus. Les hommes ont des cheveux longs, ils se font des brushings, on se soigne la barbe, on taille, on a des produits de beauté. Toi, tu fais attention à toi comme ça ? Non, pas tellement. Pas tellement. Parce que c'est pas... Et sur les sapes ? Sur les sapes non plus. Je suis conseillé. Parce que j'en attire un peu d'importance. J'aime bien être élégant, mais ça n'a plus de rapport avec le vêtement. Oui, c'est quoi être élégant ? C'est un rapport. Être élégant, c'est dans le comportement. Être élégant dans le comportement, c'est être irréprochable. Oui. C'est donner l'envie à l'autre de te revoir. C'est ça, être élégant. C'est une question d'attitude, c'est une question de nature aussi. Une question d'éducation surtout. Élégant jusqu'au bout des ongles, télécablé, vu du lit superposé. Canon pin sur des lits superposés. Jusqu'à XP, inéligible, vide d'illégalité. J'ai dit ghetto, répète, même si t'y es pas, j'ai dit ghetto. Ha 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 ha. Est-ce que toi, pour revenir au physique, t'as toujours été à l'aise avec ton apparence physique ? Non, jamais. Jamais. Bien sûr que non. Si, un court moment, mais je pense pas qu'on puisse être à l'aise avec son apparence physique. Ce n'est qu'un reflet. L'apparence physique, avant tout, je pense, c'est d'abord une question de confiance. Et ensuite, le regard des autres. Quelqu'un qui est très beau dans un pays peut être très laid dans un autre. C'est qu'une question de code. Mais après, il y en a qui sont complexés par leur apparence physique. Et du coup, tout le monde est complexé pour une raison ou pour une autre. Tout le monde. Tout le monde a une bonne raison, entre guillemets, d'être complexé. Une bonne raison, si on peut dire ça. Vu que, justement, à cause des codes imposés. Mais non, moi, l'important, c'est que je me sente bien. Et tu t'es toujours senti bien et t'as toujours su te rassurer? Pas toujours, parce que la santé, parce que c'est une hygiène de vie, c'est beaucoup de choses. Et heureusement, parce que ça force à développer d'autres facultés. Est-ce que tu trouves que ton physique, justement, mais je crois que j'ai ta réponse, reflète qui t'es à l'intérieur? Pas du tout. Pas aucunement. Par exemple, si t'as... Par exemple, quelquefois, j'ai l'impression que je souris,
Et on me dit que je ne l'étais pas. Quelquefois, on peut... Tu fais plus dur à l'extérieur que quelquefois, ce que oui. t'es à l'intérieur. Oui, quelquefois. Et aussi, je suis quelqu'un d'assez indifférent. Donc, comme je suis très émotif, soit je réagis quelquefois de manière excessive, ou juste, ce qui peut être excessif, ou quelquefois pas du tout. Donc, ce que j'exprime, j'en ai aucune idée. T'es quelqu'un de sensible, du coup. Ah oui, bien sûr. Ça s'exprime comment à quoi tu sais que t'es très sensible, toi? Est-ce que tu sais... Alors, il y a d'autres définitions, mais est-ce que tu pleures? Est-ce que t'es ému très souvent? Est-ce que t'es touché par des choses, parfois, où t'es étonné toi-même? Je suis ému assez souvent. Je suis ému assez souvent parce que je suis curieux. Je suis à l'affût de tout ce qui peut m'émerveiller. Donc oui, je suis souvent ému, heureusement. C'est quoi les choses qui t'émeuvent le plus, où tu te dis à chaque fois, ou ça peut être une scène dans un film, toujours la même? Ah ben non, moi je suis, comme je dis, j'ai le bonheur facile, j'ai le bonheur fragile. Moi j'ai un enfant qui s'amuse et je suis émerveillé. J'ai un enfant qui marche, je suis émerveillé. Et t'es quelqu'un qui a très vite, très tôt, osé parler de souffrance sans la déguiser dans ton rap, dans tes sons, parler de tristesse, là où avant, dans les codes, c'était plutôt de la maquiller, même si c'est ce dont parle beaucoup le rap. Oui. C'était pas dit de la manière dont toi tu le dis. Bien sûr, bien sûr. T'as pas énormément de pudeur vis-à-vis de ta sensibilité, tu l'as jamais eu. Non? Ben non. Ma réponse était dans la question. Mais... Ben, je pense que tout le monde est sensible. Et lorsque moi j'ai pu le faire parce que j'avais quelque chose à proposer en échange, c'était pas que de l'étalage. Étaler sa tristesse, c'est quelque chose de... C'est un privilège qui fait qu'il y a des gens qui sont là pour ça, carrément. Tu payes pour ça, aujourd'hui. Pour être écouté, tu payes. Dans l'art, en tout cas, c'est plus accepté que les gens étalent leur tristesse ou... Oui, parce qu'en échange, il y a une proposition en contrepartie qui est due à la faculté de s'exprimer. Et cette faculté, tout le monde ne l'a pas. On ne développe pas la faculté de tout le monde à pouvoir s'exprimer. Voilà. Tout le monde est artiste pour moi. Tout le monde a une faculté, tout le monde a un pouvoir créatif. C'est juste Et après, il y a ça, mais il y a aussi chez les hommes une certaine pudeur, parfois, notamment dans des milieux assez masculins où la masculinité est représentée comme quelqu'un de fort, de dur, comme tu le disais tout à l'heure. Et du coup, il y a plus de difficultés à exprimer la tristesse sous forme de tristesse. Bien sûr. Chose que toi, t'as pas fait. Par fondamentaux, un homme, il n'a pas le droit de pleurer, il a pas mal, il se plaint pas. Donc, voilà, j'étais obligé de trouver une manière de parler de ces problèmes, vu que tout ça n'existe pas. La souffrance n'existe pas. Un homme qui souffre n'est pas un homme, pour être direct. C'est pas évident. Et est-ce que du coup, le côté fiction, théâtrale, la forme en tout cas de ton rap, est-ce que ça aide à faire passer des émotions qu'on n'ose pas faire passer autrement? Bien sûr, le sourire, l'humour, le point de vue me permettent d'évoquer des choses dont on ne peut pas parler. Et d'ailleurs, c'est mon instrument de vérité quelque part. C'est des sujets que j'aborde que je ne pourrais jamais aborder nulle part dans mes raps. C'est un prétexte. C'est un prétexte. C'est un prétexte pour pas écrire des livres, pour pouvoir glisser une idée ou deux. C'est un très bon prétexte pour moi. Ça laisse de la liberté, quoi. Ah oui, totalement. Et du plaisir avant tout. Là, après, je voudrais te retourner une question que tu as déjà posée, qui est, dis-moi combien de femmes es-tu sûr d'aimer toute ta vie? Dans Mamalova, qui est la question par laquelle tu commences. Oui. Ben, moi, je dis une. Une, forcément. Une, pourquoi? Parce que une... Faut que tu me dises laquelle, parce que du coup, j'ai... Bah, avec un peu de chance, sa mère. J'ai un grand artiste que j'ai rencontré, comme beaucoup de grands artistes, et j'ai cette chance, qui disait « Il faut que tu aimes ta mère, par tous les moyens. Parce que si t'aimes pas ta mère, t'es foutu. » Et quand tu sais l'influence de ta relation maternelle sur tes relations futures, bah ça tout est dit en fait. Donc tu le dis, t'es papa d'une fille? Bah oui.
Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton rapport à la masculinité le jour où t'es devenu père, le jour où t'as su que c'était une fille? Est-ce qu'il y a des choses que tu découvres en disant « Ah ouais, ça, j'en avais pas conscience ». Il y a des choses que tu peux pas avoir conscience avant de l'avoir vécu. Est-ce que t'as eu des révélations ou des choses qui t'ont... Je pense que c'est qu'une suite de révélations. Déjà, d'entrée de jeu, il n'y a pas de comparaison à faire, mais c'est sûr qu'en tant qu'homme, l'accouchement, le phénomène d'accouchement, le fait de ne pas le vivre, ça te met dans une certaine position d'inutilité, forcément. Et c'est drôle parce que dès que l'enfant naît, la mère, on la félicite. La mère, on lui fait des cadeaux. On veut voir la mère et l'enfant. Et le père, il est à gauche. Le père, il est oublié. Il est dans le décor, il est contre le mur. De temps en temps. Et puis, il y a ses potes qui arrivent et puis il parle avec ses potes. Mais il n'est pas inclus dans cette fête. Dans l'éducation de l'enfant, au début, il n'est pas inclus dans cette fête. Le père, il est à distance. Il ne sait pas comment prendre. Donc, on apprend le métier. Parce qu'un homme, il devient père brusquement, du jour au lendemain. Avant ça, il fait semblant. Il voit sa femme et tout, il comprend pas. Et tout d'un coup, il se retrouve avec quelqu'un dans les bras. Et il lui faut un certain temps pour prendre le pli. Et c'est pour ça qu'il y a des hommes qui ne pourront jamais le faire. D'où la responsabilité de qui vous aimez. T'avais prêté ta voix et participé à la campagne de sensibilisation Tu seras un homme, mon fils. Bien sûr, bien sûr. Maintenant que t'as une fille, si tu devais donner des commandements à une fille en lui disant « Tu seras une femme, ma fille », pour mettre en relation un peu... Cette campagne a été contre le harcèlement oui, je sais, des femmes, je sais, et du coup, Oui. je précise pour ceux qui ne savent pas. Je te réponds, mais je te dis, je sais, parce que j'ai des images qui me reviennent en tête. C'était le même truc que toi. Si jamais, à l'inverse, il y a des valeurs comme ça que tu aimerais transmettre à ta fille pour qu'elle devienne une femme, avec des valeurs qui sont importantes pour toi, celles de ta mère, celles de... c'est les mêmes valeurs que pour moi. Comporte-toi bien, défends-toi, sois poli, sois à l'heure. Ne te laisse jamais faire, jamais de la vie. Mais ça, c'est une question d'éducation. Et c'est ce que j'ai dit à ma fille, mais d'autres diront autre chose. Et surtout, moi, je lui dis, tu sais, aujourd'hui, c'est une bonne époque pour vous. Fais tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et c'est important de dire ça, parce que ça la positionne par rapport au monde actuel. Et ça ne positionne pas le monde actuel par rapport à elle. Voilà, c'est-à-dire c'est toi qui fais ce que tu veux. Donc tu t'en fous de ce que va penser le monde. Tu fais ce que tu veux, parce que tu peux. Moi, j'ai un ami qui est formateur en drone. Et il y avait une pilote de drone qui était venue pour apprendre. Et tout de suite, elle arrivait avec la peur, les hommes, pas oser faire des choses. Et mon pote, il lui dit, mais attends, il n'y a pas de problème. On n'a jamais rien pensé parce que tu étais une fille. Il ne faut pas te mettre dans ce délire-là. Après, comme tu disais, c'est des siècles. C'est des choses intégrées, voilà. Et donc, tu arrives avec cette intégration et ça complique tout. Non, mais lâche-toi, tranquille. Vous savez, mon pote, il est en or, il est adorable. Et ça peut pas mal se passer avec lui. Donc, si jamais il y a un problème, c'est toi qui dois le régler. Voilà. Et c'est ce que j'essaie de transmettre quand je peux. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous faites ce que vous voulez. Et c'est pas parce que vous faites ce que vous voulez que ça sera plus facile. Attention. Je dis, attention. Je dis, travaille dur, charbonne. Parce que c'est pas comme ça, quoi qu'il en soit. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.